If the whole world went organic, in 10 years, we could reverse climate change. Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Pour le prix du livre Environnement 2022, nous interrogeons Guillaume Pitron autour de son livre L'enfer numérique. Bonjour Guillaume Pitron. Bonjour. Vous êtes journaliste et réalisateur de documentaires. Votre ouvrage L'enfer numérique, récemment publié aux éditions des Liens qui libèrent, se voit nommé pour le prix du livre Environnement 2022. Et votre livre commence par une petite phrase du physicien Stephen Hawking, petite phrase qui en dit long. Notre avenir est une course entre la puissance croissante de notre technologie et la sagesse avec laquelle nous l'utiliserons. Mais votre constat, c'est bien qu'aujourd'hui, la course effrénée à la technologie prend de loin le pas sur la sagesse. Surtout quand il est question de numérique. Je ne vois pas beaucoup de sagesse lorsqu'il est question de numérique ou d'utilisation du numérique. Alors, il ne faut pas noircir le tableau, il y a des usages très, très positifs, très sages, très intelligents, très raisonnés de la technologie numérique qui permet aussi de rendre le monde meilleur. Songez par exemple que grâce au numérique, on est capable de traiter en temps réel des images spatiales produites par des satellites et grâce à ce traitement en temps réel des données, on est capable de savoir à l'instant T comment se portent et se comportent les écosystèmes. Est-ce que la forêt amazonienne est en bonne ou en mauvaise santé? Est-ce que telle population de thon ou de mérou se reconstitue? Est-ce que les océans s'acidifient ou le contraire? Est-ce que la grande barrière de corail au large de l'Australie est davantage protégée ou est-ce qu'elle se détériore? Mais en tout cas, le numérique permet cette meilleure connaissance de l'état de notre planète, de sa santé. Ce numérique permet également de modéliser l'évolution du changement climatique d'ici la fin du siècle. Il permet de faire rassembler les jeunes de la génération climat pour, à l'appel de Greta sur Twitter, afin qu'ils protestent contre les politiques anticlimatiques de leur gouvernement. Donc, le numérique permet de très bonnes choses et il ne faut pas l'oublier. Simplement, je pense que aujourd'hui, à l'heure du métavers, des non-fungible tokens, les NFT, des crypto-monnaies et de l'utilisation démesurée, irrationnelle que l'on fait de cette technologie qui nous permet d'être des dieux au quotidien, eh bien en fait, je crains qu'effectivement il n'y ait pas beaucoup de sagesse dans le développement de cette technologie actuellement. D'ailleurs, le point de départ de votre enquête est très clair. Vous dites que nous sommes en phase de numérisation générale du monde, que le Covid n'a fait qu'accélérer. Et pourtant, on est bien incapable aujourd'hui d'expliquer tout ce qui se trame au-delà du cloud, au-delà du monde soi-disant immatériel. Comment vous expliquez ça ? D'abord, vous l'avez dit, nos vies sont à la fois réelles et virtuelles aujourd'hui. Il n'y a rien que nous fassions, aucun acte que nous n'entreprenions dans le monde physique qui ne soit pas répliqué dans le monde virtuel. À l'instant où nous parlons, nous sommes physiquement quelque part, nous avons les deux pieds sur terre, si je puis dire, au sens le plus littéral du terme, et en même temps, eh bien, cette discussion est enregistrée et sera mise sur le web. Et donc, elle aura une existence qui sera double, cette discussion, à la fois dans le monde physique et dans le monde virtuel, puisqu'elle sera stockée quelque part dans un ou plusieurs data centers. Donc, on est dans une illusion de l'immatériel ? Totalement, parce qu'en fait, en dématérialisant, on matérialise deux fois. Précisément parce que la mémoire du monde elle se trouve dans les data centers et la mémoire de tout ce que nous faisons, chaque action de notre vie quotidienne, ne serait-ce que parce qu'elle est géolocalisée, est stockée quelque part. Donc il y a une double matérialisation. Et effectivement, la connaissance que nous avons du monde, de l'infrastructure Internet qui permet cette existence virtuelle, nos vies virtuelles ou essentiellement virtuelles, cette connaissance est à peu près nulle. Qui est allé assister au décollage d'une fusée transportant une constellation de satellites? Qui est allé voir comment on dépose un câble sous-marin au fond de l'océan Atlantique? Qui est rentré dans un centre de stockage des données pour voir où sont stockées nos données? Pas grand monde. Et donc notre seul contact physique avec cette infrastructure, qui est immense, puisqu'elle est à la fois terrestre, sous-marine, extra-atmosphérique, eh bien cette connaissance, elle se résume finalement à notre téléphone portable. C'est notre seul contact physique avec l'infrastructure. Et donc il y a une méconnaissance totale. Paradoxalement, à l'ère de l'information, nous sommes sous-informés de la réalité de cette infrastructure qui charrie des enjeux climatiques, écologiques absolument colossaux. Et quelque part, cette dématérialisation, cette illusion de la dématérialisation est une forme de nouveau récit
Est-ce qu'on peut dire que le capitalisme numérique repose sur le mythe d'un monde illimité ? Le capitalisme tout court d'ailleurs. Je veux dire, si on remonte... Mais décuplé avec cette force de l'immatériel, cette illusion de l'immatériel. C'est tous les avantages sans les inconvénients, si vous voulez. L'idée du capitalisme, enfin je veux dire, l'une des limites au capitalisme aujourd'hui telle qu'elle est posée, c'est bien la limite planétaire. C'est le fait que le jour du dépassement a lieu toujours plus tôt, dorénavant je crois en juillet, c'est le fait que le climat se réchauffe et que ça va devenir intenable. Or, le numérique, c'est cette idée que nous allons pouvoir continuer à produire de la richesse, à croître, sans qu'il y ait d'impact sur l'environnement, puisque tout est virtuel. Et donc, il y a une contradiction intime ici qui est réglée, qui est traitée par la grâce de cette technologie qui permet le meilleur des deux mondes, sans aucun coût possible et avec uniquement des bénéfices. Et cette idée-là est complètement fausse, c'est un mythe total. Et donc il est urgent de s'attaquer à ce mythe parce que il sera sinon trop tard quand on sera face aux effets directs et indirects du numérique dans quelques années de faire marche arrière. Donc effectivement il y a un mythe, pour revenir sur votre point, qui est dangereux, qui repose et qui survit sur notre profonde méconnaissance et notre manque d'éducation à ces enjeux. Et c'est justement peut-être l'honneur du journaliste que de suivre la route d'un like et de raconter d'où vient un like et où va un like et par où il passe, de raconter cette matérialité-là pour pouvoir éduquer. C'est notre rôle. Alors c'est tout l'objet de votre livre, hein, L'enfer numérique voyage au bout d'un like, vous titrez. Vous avez parcouru de nombreux pays pour mener cette enquête. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre expérience sensible de ce monde soi-disant virtuel ? Je pense que la meilleure manière de raconter concrètement l'expérience, la matérialité de l'immatériel, c'est de confronter ses sens à l'infrastructure. Et donc en fait, je me suis rendu compte en 2 ans, et puis je vais pas pouvoir trop m'étendre parce que notre cadre temporel est contraint, mais on peut sentir Internet. Un Internet a une odeur, et on peut sentir l'odeur d'Internet en descendant au fond des mines et en sentant l'odeur du graphite qui sert à fabriquer les batteries de nos téléphones portables, une odeur de beurre rance. On peut écouter Internet. Internet émet un son très particulier, c'est celui des sifflements émis par des dizaines ou des centaines de milliers de serveurs dans un data center. On se croirait dans une ruche. On peut goûter Internet. Internet a un goût. C'est le goût salé des câbles sous-marins que l'on extrait de la mer pour les recycler. Et donc Internet n'est pas sucré, Internet est salé. On peut toucher Internet, il a une texture, on peut le voir, et ainsi de suite. Et donc pour moi, ça a été, de façon un peu poétique, mais aussi très concrète, une manière de raconter au lecteur toute la matérialité de cet immatériel, de bien faire comprendre que plus c'est virtuel, plus c'est matériel. C'est paradoxal, mais c'est le cas. Et donc voilà, donc cette expérience sensorielle, elle peut être faite. Et je pense qu'elle est nécessaire, Simon Béran, parce que si vous voulez, notre seul contact avec l'infrastructure, avec Internet, c'est notre téléphone. Et c'est peut-être le seul qu'on aura de toute notre vie. Or, ce téléphone, il est beau. C'est un bel objet, simple d'utilisation, donc qui cache la complexité, qui masque la complexité de fonctionnement de l'infrastructure. Il est beau, et comment est-ce que ce qui est beau peut être sale ? Et donc je pense qu'il faut remettre de la sensorialité, du sensible, derrière cette interface, cet écran qui fait écran, avec l'infrastructure et qui lui avec fait les contraintes physiques du monde. Voilà, qui nous donne l'illusion d'être débarrassé des contraintes physiques, alors qu'en fait tout n'est que contraintes physiques. Et donc cet écran est un faux ami en fait. Il est dangereux parce qu'il nous berce dans l'illusion d'un numérique qui peut être beau, propre, simple d'utilisation et simple dans son fonctionnement, puisque c'est comme ça que fonctionne un téléphone. Or c'est tout le contraire lorsqu'on s'intéresse à l'infrastructure. Et vous parliez du cadre restreint de notre entretien à travers ce podcast, mais peut-être que vous viendrez un jour physiquement à la recyclerie lors d'une conférence. Mais je suis voisin en plus. Je connais la recyclerie. C'était pas possible aujourd'hui, mais ça pourra peut-être se faire. Ce sera l'occasion d'échanger aussi avec les personnes présentes sur place. On va poursuivre notre déroulement de pensée. Vous relevez que chaque minute, 1,3 million de personnes se connectent à Facebook. 4,1 millions de recherches sont effectuées sur Google. 4,7 millions de vidéos sont consultées sur YouTube. C'est vertigineux. Comment sommes-nous devenus à ce point des enfants pourris, on peut dire, des enfants pourris gâtés de l'Internet ? Alors d'abord, les chiffres que vous citez sont des chiffres effectivement que je mentionne et dont je mentionne la source, qui date de 2021 ou de 2020 d'ailleurs, donc ils pourraient à mon avis être vus à la hausse.
Votre question, j'ai envie d'y répondre par un peu les mêmes réponses, donc je vais essayer de pas me répéter par rapport à ce que je vous ai dit avant, c'est l'illusion de ne pas avoir d'impact, et donc ça génère un effet rebond, puisque je n'ai pas d'impact sur l'environnement en surfant sur la toile. La gratuité aussi peut-être d'Internet ? Alors voilà, donc il y a cet aspect un peu, donc d'abord illusion de l'immatériel, et puis effectivement, merci de me lancer sur la gratuité. La gratuité, si vous voulez, c'est le modèle économique d'Internet aujourd'hui. En tout cas, le modèle économique d'une bonne partie de l'Internet, ou en tout cas plus précisément, qui a été déployé et testé et approuvé par les GAFAM. En gros, vous allez sur Facebook, mais vous ne payez rien pour aller sur Facebook. Or, si c'est gratuit, comme dit l'adage, c'est que c'est vous le produit. C'est-à-dire qu'en échange de la production de données, enfin de ce service gratuit qu'est Facebook, qui n'est pas vraiment gratuit, en fait, vous donnez vos données, et ces données sont des informations sur vous, qui vont être transmises à un publicitaire qui, en retour, va pouvoir vous adresser des publicités ciblées pour que vous puissiez acheter un produit. Donc, gratuit ne veut pas dire sans profit, mais gratuit veut dire que le chemin jusqu'au profit est indirect. Et donc effectivement, cette simili-gratuité, cette illusion de gratuité, on parle d'une autre illusion ici, nous invite, finalement, nous permet de surfer toujours plus sur la toile, sans que le coût de cette utilisation soit démesuré pour nous. Si je devais payer 1 euro pour regarder une vidéo de chaton, je regarderais peut-être pas des vidéos de chaton tous les jours. J'en regarderai peut-être même jamais. Mais comme c'est gratuit de la regarder, je ne cesse d'en regarder. Et donc il y a effectivement cette question qui se pose derrière, qui est celle de savoir si Internet doit être aussi peu cher, aussi gratuit. Si on remettait un signal prix dans cette affaire, si on refaisait prendre conscience à tout un chacun que rien n'est gratuit au sens économique du terme, alors peut-être que notre utilisation d'Internet serait plus raisonnée. Mais Simon Béran, cette idée vient percuter un autre très bel objectif qui est poursuivi par l'humanité, qui est celui de réduire la fracture numérique. L'idée étant ici de permettre à tout un chacun d'avoir accès à Internet, où qu'il soit, quel que soit l'usage qu'il veuille en faire, d'avoir accès à un Internet à haute vitesse. Et c'est un peu la philosophie de base d'Internet. Ah mais c'est la philosophie d'Internet, c'est l'objectif final, et puis qui est porté par ce sacro-saint principe qu'on appelle la neutralité du web, est un principe très respectable et très important à respecter. Mais effectivement, du coup, il nous berce dans cette illusion d'un Internet qui, au-delà de son soi-disant non-impact matériel, eh bien serait gratuit, et donc il nous invite à toujours plus de consommation. C'est l'effet open bar, Simon Béran. Vous savez, si je vais dans un restaurant où c'est self-service à volonté, je vais sortir du restaurant, j'aurai toujours trop mangé. C'est le classique. Et bien en fait, là c'est pareil. On est dans une espèce d'indigestion, de surconsommation de produits, parce qu'ils sont censément gratuits. Une forme d'obésité. Une obésité numérique, une infobésité, on pourrait dire d'ailleurs. Ce mot existe. Ce qui est assez paradoxal aussi, c'est que les entreprises de la tech, comme on dit, présentent le numérique comme la solution miracle pour sauver la planète, alors que pour continuer avec les chiffres, le secteur représenterait déjà 4% des émissions globales, qu'il consomme énormément d'eau, de ressources minérales et qu'il demande énormément d'électricité. Aujourd'hui, on est à 10% de l'électricité mondiale consommée par Internet. Est-ce que quand les entreprises nous présentent comme ça Internet comme la solution pour sauver la planète, on peut parler de greenwashing digital ? Oui, il y a une forme de greenwashing. Et puis, j'essaye d'être honnête et de penser contre moi-même. Internet peut être bien utilisé, le numérique peut être bien utilisé. Il peut être utilisé avec sagesse. Quand le gouvernement français dit dans sa feuille de route sur le numérique et l'environnement 2021 que la transition énergétique sans le numérique est impossible, j'ai envie de dire que c'est vrai. J'ai envie de dire qu'effectivement, on a besoin de ces outils pour pouvoir piloter l'action de l'État, pour pouvoir collaborer les hommes entre eux, pour pouvoir aboutir à des solutions. Mais ce que l'on comprend avec cette affaire, c'est que finalement, la technologie n'est qu'un outil au service de notre sagesse, ou pas. Et on revient en fait à l'exergue de Stephen Hawking. Fondamentalement, en fait, le numérique, il n'est qu'à l'image de qui nous sommes. On a tendance à penser le numérique comme étant une espèce de messie venu parmi les hommes pour les sauver, qui va régler tous leurs problèmes. Mais en fait, c'est un outil qui est à l'image de son créateur. Et si jamais nous voulons lever des armées de bénévoles pour aller aider les Ukrainiens en fuite de leur pays, le numérique permet cela.
Et si jamais nous voulons utiliser le numérique pour pouvoir organiser des attaques, des cyberattaques à l'autre bout du monde, le numérique permet ça. Et en fait, il œuvre comme un espèce de catalyseur ou comme un effet levier de nos actions, qu'elles soient les plus honorables comme les plus critiquables. Il est à notre image et il est ni bon ni mauvais. Il est foncièrement, fondamment ce que nous en ferons. Et donc, derrière le numérique se cachent des questions qui sont profondément philosophiques, qui sont profondément sociales, sociétales, qui sont profondément politiques. Et ce débat-là n'est pas posé, quasiment pas posé. Pour continuer sur la question de l'écologie, on a tendance à regarder l'écologie justement par le prisme du CO2. Mais vous dites que quand on parle de numérique, il ne suffit pas d'être bas carbone, il faut aussi être basse ressource. Ça, c'est une notion importante pour vous ? Oui, c'est un enjeu qui est clé. C'est vrai que la mesure de notre conversion écologique s'apprécie à l'aune de la baisse ou de la stagnation des émissions de CO2. Mais qui dit monde bas carbone ne dit pas monde dans lequel on consommera moins de ressources. Et c'est même quelquefois l'inverse. Vous savez, pour la transition écologique, c'était l'objet de mon premier livre, La guerre des métaux rares, nous allons produire 50 fois plus de lithium, 20, 30 fois plus de cobalt, graphite dans les 20 prochaines années pour pouvoir rendre le monde plus vert. Et d'où tous les enjeux autour de l'économie circulaire aujourd'hui, comment faire plus avec moins de matière. Et le numérique nous confronte à ce même sujet. Vous savez, plus les objets sont électroniques, plus leur poids matériel, plus leur leg matériel est lourd. Ça, c'est un grand paradoxe, qui est aussi très trompeur pour les utilisateurs que nous sommes. Oui, c'est ce qu'on appelle le sac à dos écologique, qui est notamment calculé par les chercheurs allemands de l'Institut de Wuppertal en Allemagne. Et ils produisent des ratios très intéressants entre le poids final d'un produit et toute la ressource qui a été nécessaire pour fabriquer ce produit. Et où on apprend qu'en fait, plus on va vers des objets électroniques, souvent petits, miniaturisés, plus en fait il faut de ressources pour les fabriquer. Directement et indirectement. De l'eau, du pétrole, du charbon, un peu d'uranium pour l'électricité, et puis et ainsi de suite. Il faut savoir quand même que vous avez dans un téléphone une soixantaine de métaux, et vous avez une cinquantaine de métaux juste dans la puce électronique qui fait la taille de votre ongle. Donc en fait, on aboutit à des objets qui, plus ils sont légers dans la poche, plus paradoxalement ils sont lourds. Plus ils sont petits, plus paradoxalement ils sont grands et gros. Et plus c'est virtuel, plus en fait c'est matériel. Et donc, il faut bien prendre conscience de ça, que certes, il y a, et j'espère de tout cœur, il y a un sujet de la lutte contre le réchauffement climatique que, à force de technologie, de volonté et de crise, comme celle que nous connaissons actuellement d'un point de vue géopolitique, vont nous forcer à changer, mais qui laisse entier, sinon encore plus important, encore plus énorme, un immense enjeu qui arrive derrière, qui va être celui d'être pas seulement bas carbone, mais d'être basse ressource. Et je pense que c'est un des grands sujets qui va surgir, et qui surgit déjà, mais qui va surgir encore plus vite, dans le sillage de celui de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Et là donc vous avez fait à très juste titre un lien avec votre précédente enquête, la guerre des métaux rares, puisque vous avez travaillé sur la face cachée des énergies renouvelables. Vous voyez vraiment un lien entre énergie renouvelable et numérisation de nos sociétés ? Oui, il y en a un. Alors d'abord, je le répète pour nos auditeurs, c'est important de le dire, je suis pro-transition énergétique, je prie chaque jour pour vivre le jour où on n'extraira plus une goutte de pétrole ou un gramme de charbon. Mais une fois qu'on a dit ça, cette transition énergétique génère de nouveaux défis. Donc il faut être conscient de cela et faire en sorte que les technologies vertes ne soient pas un pharmacon, mais un médicament qui génère de nouvelles maladies après en avoir soigné d'autres. Un peu comme le numérique. Oui, et voilà. Et donc en fait, le numérique est nécessaire pour les technologies vertes parce que les technologies sont intermittentes. La majorité des technologies vertes, je mets de côté l'hydroélectricité, mais ce sont des technologies qui ne fonctionnent que quand il y a du soleil ou du vent. Or, il n'y en a pas tout le temps, et on ne peut pas commander ça. Donc tout l'enjeu, c'est en fait de faire en sorte que la production d'électricité intermittente, à cette production coïncide une demande en temps réel. Et à défaut de pouvoir stocker à grande échelle l'électricité, les technologies informatiques permettent de piloter les réseaux énergétiques, de sorte que on fait se coïncider l'offre et la demande sur le réseau en temps réel, ce qui permet d'éviter le gaspillage de quantités colossales d'électricité et donc de ressources. Et donc le numérique, en ce sens, est nécessaire à la transition énergétique. On revient au propos du gouvernement français que j'évoquais tout à l'heure. Mais voilà, c'est encore une technologie qui elle-même a ses aspects négatifs. Alors, dernière question pour cette première partie de podcast. Au-delà de votre enquête de terrain, vous poussez l'analyse en écrivant que les technologies digitales sont le miroir de nos inquiétudes contemporaines, de notre nouvelle écologie angoissée. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là ?
D'abord que l'écologie est angoissée, et bon, je ne sais pas si la peur est bonne conseillère, mais c'est vrai que nous vivons dans la psychose. Je ne sais pas si elle est très saine d'ailleurs, cette psychose. Vous savez, je lisais encore l'autre jour le roman Le nom de la rose de Umberto Eco, qui raconte une histoire qui d'ailleurs a des fondements réalistes, enfin véridiques, dans l'Italie du Moyen-Âge, et à cette époque on était persuadé que la fin du monde était proche. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que la fin du monde, dans l'esprit de beaucoup de personnes, est proche. Et je pense que d'ailleurs une éthique, une certaine façon de penser collapsologue peut, sans forcément s'en rendre compte, mais quelque part perpétuer une espèce de peur eschatologique de la fin du monde. Et je ne sais pas si c'est réellement ça, en fait, de penser comme tel. L'homme a toujours été soumis à des défis énormes. La fin du monde a été annoncée, nous raconte un historien, 182 fois depuis la chute de Rome. Nous sommes toujours là. Et c'est ça de se le dire pour pouvoir en faire un moteur de progrès et de résilience. Mais je ne suis pas très à l'aise dans cette époque, où l'écologie est si angoissée, tout en admettant les paradoxes de mon action, puisque ça consiste précisément à mettre mes lecteurs, nos auditeurs en face de nouveaux défis écologiques qui peuvent les angoisser. Et néanmoins, je m'inquiète encore une fois, de cette propension à craindre d'énormes catastrophes qui, bon, j'espère, n'auront pas lieu. Voilà. Guillaume Pitron, on passe à notre deuxième partie de podcast. Quel a été votre plus grand déclic écologique, si vous pouvez nous en donner un seul? Un seul, si je devais en choisir un parmi tant d'autres. La pollution plastique en Algérie. Il y a une petite dizaine d'années, je réalisais un documentaire pour Thalassa, l'émission Thalassa sur France 3, sur l'Algérie, un documentaire sur la mer, et j'ai été effaré par l'ampleur de la pollution plastique et le fléau que représente la pollution plastique, notamment dans ce pays. Et ça a été terrible pour moi de voir en fait cette pollution là, et puis aussi de voir que en fait c'est fou, parce que les solutions elles sont presque, je dirais pas faciles, mais la mise en œuvre de ces solutions, elle commence juste par le fait de mettre une canette ou une bouteille de plastique dans la poubelle et de la ramasser quand elle traîne sur la plage. Et personne ne faisait rien là-bas. Et c'était ça qui était terrifiant, c'était de voir que la solution était à portée de main, et que si chacun passait 3 minutes de sa journée, une fois par semaine, à nettoyer les plages de Méditerranée, notre mer serait bien moins polluée, et que personne ne faisait rien. Donc l'ampleur de cette pollution, et en même temps l'absence d'action, alors que pourtant ce ne sont que des petits gestes très simples, j'avoue que ceci m'a vraiment terrifié, et ça a été aussi l'un des déclics écologiques qui m'ont donné envie de persévérer sur cette thématique. Et on est là aussi face à une pollution cachée, puisqu'on sait qu'ensuite tous les plastiques finissent en mer, loin de nos yeux. Ouais. Tous ces produits plastiques viennent se désagréger et sont présents dans des quantités infimes, et donc on ne voit plus cette pollution en un sens. Oui. Mais elle est quand même très visible, je veux dire, elle reste quand même extrêmement visible, et pas seulement en Algérie où je l'ai mentionné, mais dans d'autres pays. Un point quand même positif là-dessus, c'est que je me rappelle dans mon livre L'Enfer numérique, je parlais de la qualité des eaux, des océans, avec un vieux marin qui repêche des câbles sous-marins, et qui disait quand même, par rapport aux années 80, en bien des endroits de la planète, la qualité des eaux est meilleure, des eaux de mer. Elle est très dégradée en Indonésie, je me rappelle, disait-il. En revanche, elle est de plus en plus propre en Europe, aux États-Unis. Donc, il constatait aussi une amélioration. Peut-être un deuxième point positif, c'est que j'étais il y a quelques mois en Tanzanie, et c'est fou de voir à quel point un pays comme la Tanzanie a pris à bras le corps la question de la pollution plastique. On n'a plus le droit d'acheter, il n'y a plus de sacs plastiques à l'achat nulle part en Tanzanie. C'est aussi un problème systémique. Mais qui a été réglé. À mettre en place, à régler. Et ça, c'est vachement bien. Donc, il y a aussi des solutions qui peuvent être mises en œuvre, et je pense même à bien des égards que les Tanzaniens sont en avance sur les Français sur ce point. Guillaume Pitron, est-ce que vous avez des livres à nous conseiller, au-delà de vos 2 superbes enquêtes? Peut-être un livre d'une autrice, puisque les nommés cette année du prix du livre environnement 2022 sont uniquement des hommes. Un peu pour point, je pense à Rachel Carson, 1962, publication d'un livre qui va demeurer une référence pour l'écologie, Le Printemps silencieux, où elle alerte sur la disparition des insectes notamment, mais aussi
de certains volatiles dus à la consommation, à la production et l'utilisation de pesticides. Et ce livre va créer un énorme choc. Et on fête cette année, on célèbre les 60 ans de la publication de cet ouvrage de référence majeur, et qui a été notamment publié par Wild Project, une maison d'édition marseillaise. Effectivement, un très beau livre. Guillaume Pitron, dernière question de ce podcast. Comment imaginez-vous le monde dans 20 ans, si on parvient à plus de sobriété et aussi plus d'éthique dans nos pratiques numériques ? Alors, ce sera certainement un monde avec une inflation contenue du nombre de data centers, donc de la consommation d'électricité nécessaire à leur fonctionnement. Ce sera un monde, à mon avis, où nous serons en meilleure santé, physique et psychologique. Parce que si le rêve de l'humanité, c'est de faire des randonnées dans le métavers, je suis pas sûr que ça rendra nos enfants sains d'esprit et physiquement sains également, par opposition à un monde où, n'ayant pas la tête toujours plongée dans nos écrans, je pense que nous serons plus équilibrés à bien des égards. Et puis c'est peut-être un monde aussi dans lequel certaines valeurs démocratiques auront été préservées. Je m'inquiète beaucoup, les gouvernements aussi d'ailleurs, notamment européens, de l'impact des réseaux sociaux sur les démocraties. Ça hystérise la démocratie. Et j'ai envie d'espérer qu'un monde où l'usage du numérique, et notamment des réseaux sociaux, serait plus, je dois parler au conditionnel, maîtrisé, permettrait aussi un vivre ensemble plus apaisé, et donc une meilleure préservation des valeurs démocratiques, et on en est capable. Un monde peut-être aussi où les logiciels libres auraient été développés et démocratisés ? Oui, absolument. Alors bon, on peut toujours rêver, mais c'est pas de l'ordre de l'utopie parce que ces logiciels existent, mais c'est vrai que ils restent à les utiliser. Oui, et puis il reste aussi à les déployer. Ces logiciels sont d'autant plus intéressants que souvent ce sont des logiciels qui sont assez légers. Par opposition à ce qu'on appelle les obésiciels, qui sont très lourds, qui consomment beaucoup d'espace dans une interface comme un ordinateur, et qui obligent d'ailleurs, parce qu'ils sont lourds, à changer le hardware, l'interface elle-même. Votre ordinateur RAM, vous vous dites qu'il est vieux. Non, c'est parce qu'en fait, vous avez installé un logiciel plus récent qui lui-même est plus lourd, a davantage de lignes de code, etc. Or, les logiciels libres, par exemple, moi je travaille souvent sur des open documents, le format .odt, en fait, ce sont des logiciels qui sont souvent plus légers et qui du coup évitent ce qu'on appelle l'obsolescence programmée des interfaces. Merci Guillaume Pitron. Merci à vous. Merci pour votre temps, merci pour vos éclairages, et donc peut-être à bientôt dans la vraie vie pour une conférence à la recyclerie. Avec plaisir. If the whole world went organic, in 10 years, we could reverse climate change. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Oui, mais est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose ?